Mais encore une fois, merci pour tous ces éléments qui sont à la fois convergents, très complémentaires aussi, et qui marquent la richesse à la fois de vos réflexions et du sujet, encore une fois, qui est... Donc, je le disais, je vais, à titre d'illustration, essayer de partager la suite de ma présentation. Et surtout, j'essaierai de faire vite. Bon, donc, il y a deux grandes expériences que je veux partager avec vous, celle du groupe INSA et puis donc celle d'une université européenne. 14 établissements qui aujourd'hui forment le groupe INSA, 7 INSA en France, 6 écoles partenaires qui ont vocation à devenir des INSA dans le futur et un INSA au Maroc. Ça en fait le plus grand ensemble d'écoles publiques d'ingénieurs en France, avec près de 17 000 étudiants. Alors aujourd'hui, on parle essentiellement de réseau des INSA plutôt que de l'alliance des INSA, comme on parle des réseaux des UT aussi peut-être. Il n'empêche que l'on partage des valeurs communes dès la création finalement du modèle INSA avec la diversité, l'humanisme, l'excellence, l'innovation et peut-être plus récemment aussi la prospective. Alors je n'ai pas le temps de décliner, mais science, faire sens, quête de sens et impact sont aujourd'hui quelque part les trois mots, les trois fils conducteurs de notre stratégie et de nos missions. Cette INSA et donc 7 enjeux et transformations que nous avons déclinés, portés chacune ou chacun par un directeur d'INSA. Nous avons en parallèle donc la Commission des relations européennes et internationales, donc un petit peu comme votre commission internationale qui se réunit chaque mois et que j'ai le plaisir d'animer. Et donc elle est composée des directeurs et directrices des relations internationales de chacun des INSA. Tout à l'heure, on nous a parlé de raison d'être. Et l'année dernière, alors parce qu'il y avait bien sûr des acteurs un petit peu nouveaux autour de la table, mais pas que, il y avait aussi une nouvelle ambition portée par le nouveau président du groupe, on s'est penché sur finalement quelle était notre raison d'être. Parce que oui, on se réunissait tous les mois, on montait des tas de choses, mais finalement, quel est notre objectif? Pourquoi? Quel impact? Et donc, la raison d'être de l'AGERA a sans doute déjà été vue. Et quelquefois, je pense qu'il est nécessaire aussi de revisiter justement pourquoi est-ce que l'on fait ça? Qu'est-ce qu'on en attend? Et donc, on a édité un document de référence assez important qui reprend, si vous le voulez, l'ensemble des rôles de chacun, des domaines d'intervention, des interfaces, des synergies, bien sûr, attendues. 3 axes de développement que nous avons identifiés. Et donc, je reprends finalement quelques mots-clés que vous avez pu aborder tout à l'heure. Structurer, fédérer, d'accord, adhésion, visibilité, vous le voyez. On retrouve des objectifs communs. Et puis, attractivité, rayonnement et donc visibilité aussi. On a identifié 13 projets donc à l'échelle du groupe, chacun porté par un copilote. Et alors, ce sont des projets de format et de périmètre complètement différents, mais on a par exemple des accords avec des consortiums ou des alliances, et je pense en Roumanie ou en Corée, où on a également un consortium d'écoles d'ingénieurs qui couvre le territoire coréen, donc quelque chose d'assez proche finalement de la structure et de l'organisation des INSA. Alors, quelques exemples, hein, et ce n'est pas... Mais donc, on retrouve bien sûr le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Et cela se fait au niveau de notre commission internationale, mais il y a également une commission recherche, une commission relations entreprises, une commission formation, bien sûr. Et eu égard à cette conjoncture, tout à l'heure, on me disait on manque de repères aujourd'hui. Eh bien, que font les autres? Eh bien, rien qu'entre nous, on avait déjà partagé ce qui se profilait, notamment par exemple en termes de mobilité étudiante, et qu'est-ce qu'allait faire l'un, et qu'est-ce qu'allait faire l'autre, et qu'est-ce qu'il convenait de faire ensemble. Donc il y a aussi un enjeu de positionnement
pour être plus visible. Mais là encore, il peut y avoir des attitudes ou des stratégies locales qui peut-être iront à l'encontre d'une stratégie nationale. Donc on voit bien que l'exercice n'est jamais simple, mais en tous les cas, c'est tendre vers. Bureau de représentation, tout à l'heure, quelqu'un parlait de recrutement. Nous avons des bureaux de représentation à l'étranger, en charge notamment du recrutement post-bac. Des actions concertées à l'échelle du groupe aussi pour le recrutement en première année. Je rappelle que l'INSA est un cursus en 5 ans post-bac. Des accords groupes. Il y a bien sûr de la com, avec quelques plaquettes éditées pour le groupe, les réseaux sociaux, des salons Campus France que nous organisons, auxquels nous participons en tous les cas à l'échelle du groupe. Le cas 103, je pense que vous le connaissez tous. Quelques actions que nous essayons de mettre en place pour fédérer le réseau des alumni et notamment le réseau des alumni à l'international. Des talks. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure, on a un premier talks aussi pour les services des relations internationales, donc sur une question très opérationnelle, pour là encore fédérer, partager justement nos activités. Donc, on retrouve ces valeurs communes, ce modèle INSA auquel nous sommes tous rattachés et que nous essayons de promouvoir et de décliner dans les établissements. Il y a ce réseau INSA, à chacun donc son niveau. Mais, bien sûr, vous l'avez compris, il y a aussi une hétérogénéité des membres de par leur taille. L'INSA Lyon représente pas loin de la moitié de la taille du groupe. L'historique, bien sûr, la réputation, l'organisation des cursus, même si nous avons beaucoup de choses en commun. Et tout cela donc génère certes une grande diversité et donc une richesse avec des complémentarités, des synergies, mais aussi une complexité à gérer. Et quelquefois, on est entre les deux, entre coopération versus compétition. Voilà, ça c'est la réalité du quotidien. Et puis il y a bien sûr, entre autres, des enjeux de politique de site, et je pense que vous y êtes tous aussi rattachés, versus typiquement une politique nationale à l'échelle du groupe. Peut-être que je peux prendre une question ou deux. Je ne sais pas, Pascal, tu es aussi le garant du temps. Non, je pense qu'on peut prendre des questions. Oui, c'est intéressant de... Si je peux y répondre, en tous les cas, avec plaisir. Moi, je dirais juste que ce que tu viens de dire là, à la fois sur la richesse d'un réseau et puis l'hétérogénéité des membres, moi, ça me parle au niveau de la GERA parce que je pense que c'est vraiment ça. On est vraiment aussi dans cette problématique-là, effectivement, d'avoir un réseau de 40 écoles avec énormément de richesse en termes de compétences, d'expertise, de domaines de formation diverses et variées. Et puis, parfois, le fait qu'il y ait des différences de statut, de ministère de tutelle, de fonctionnement des cursus, fait que ça peut parfois être une difficulté pour organiser des actions en commun. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour avoir cette hétérogénéité et cette complexité. Bon, je vais enchaîner sur le réseau. J'ai à nouveau mon PowerPoint qui est bloqué. Caprice du jour. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je vais arrêter et reprendre. Si ça solutionne. Après, si tu sors du mode diaporama, ouais, voilà. Ah, c'est bon. Donc, autre expérience, un réseau d'universités européennes, et je pense que vous connaissez tous donc ce contexte des universités européennes avec cet appel qui avait été lancé en 2018, pour peut-être inciter finalement à repenser, à peut-être réinventer les universités européennes de demain. Donc le groupe INSA a rejoint un petit peu a posteriori donc ce réseau ECIU, qui est le plus gros réseau
d'universités européennes en termes de taille. Vous le voyez, ce sont 14 membres, d'est en est, du nord au sud sur la carte européenne. Et un des thèmes fédérateurs, eh bien, c'est un objectif donc ODD de développement durable des Nations Unies, l'objectif 11 sur l'énergie et le développement durable, économie circulaire, mobilité et transport et communauté résiliente. Voilà, donc tout notre projet est rattaché quelque part à cet ODD. Et les principes clés, donc une formation via des challenges qui est relativement novatrice, en formation, en recherche et bien sûr avec l'innovation. On veut des parties prenantes, un écosystème très, très large, très étendu, avec la mise en place de microcrédits pour rendre ces projets flexibles et garder l'agilité qu'il faut. Donc des challenges qui sont portés par la société civile, les entreprises et les académiques. On a un appel à candidature quelque part. Donc on en est encore un petit peu au début et vous allez le voir, ce n'est pas sans difficulté. Donc une plateforme, ça simplement pour vous donner quelques exemples de challenges qui sont en cours, qui viennent d'être validés quelque part par notre communauté ici à IU. Et vous pourrez tout retrouver sur le site web de cette alliance. Donc je le disais, essayez de garder la flexibilité, c'est un des mots-clés. Microcrédit, j'y reviendrai. Écosystème d'apprentissage. Les régions sont impliquées. Et c'est ce qui fait la force et notre vision de l'université de demain. Alors, je ne vais pas détailler là sur ce qu'est les challenges. Je crois d'ailleurs qu'il y a peut-être une présentation qui sera faite ultérieurement. Pascal, tu m'en avais parlé. En tous les cas, c'est quelque chose d'assez novateur et qui va être source de transformation aussi dans nos établissements. Quelque chose qui est nouveau, donc une agora étudiante, c'était pour partager avec vous cette activité qui vient d'être mise en place, où donc des étudiants et des personnels de toutes les universités partenaires se sont réunis pour là aussi se connaître et réfléchir ensemble. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, les défis, et j'y reviens, hétérogénéité des membres du consortium. On a des universités versus, par exemple, les grandes écoles que nous sommes. Je vous l'ai dit, du nord au sud, d'est en est, culturellement, il n'y a bien sûr pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes pratiques, même si le consortium se connaît depuis plusieurs années déjà. C'est un projet très complexe, très intense, très mobilisateur, tout est en construction. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir développer à la fois la philosophie du projet, des actions, les appels à projets, mobiliser l'ensemble de la communauté dans un établissement pour ce projet, encore une fois, très exigeant, même en termes de temps humain, alors que les enseignants-chercheurs, tout le monde est extrêmement mobilisé par ailleurs, les étudiants sont déjà surbookés, les personnels le sont également. Donc voilà, comment trouver la place pour un projet de cette envergure. Il faut collecter des modules, il faut proposer des challenges. Voilà, donc tout cela est un vrai défi aujourd'hui, non seulement pour le groupe INSA, mais pour l'ensemble des membres. Et puis on innove, donc ça demande aussi beaucoup d'itérations. On avait par exemple passé beaucoup de temps, il y a quelques mois, à signer un accord Erasmus multilatéral. Et puis finalement, aujourd'hui, on ne peut pas s'en servir en tant que tel. Donc on revient sur des accords bilatéraux. Donc voilà, c'est beaucoup aussi d'expérimentation et de contraintes qui nous sont imposées. Alors, c'est aussi un catalyseur de transformation institutionnelle, mais avec beaucoup de résistance au changement, bien sûr, et comment justement arriver à utiliser ce projet et ce réseau, cette alliance comme catalyseur. Et puis pour le groupe INSA, eh bien, c'est un réseau dans un réseau.
Et donc, quand une question est posée aux membres, elle l'est au groupe INSA. Et à nous, je fais partie, par exemple, de certains points de contact pour des work packages, de redistribuer la question donc, et de la déployer au sein des écoles membres du groupe INSA, de centraliser, de synthétiser, d'apporter une réponse qui soit cohérente, homogène, la plus possible, et de faire remonter. Donc, vous voyez une lourdeur, quelque part, un enjeu supplémentaire. Alors, bien sûr, il y a des forces et des opportunités. Je le disais tout à l'heure, l'historique de la collaboration, alors qui est surtout pour les universités membres, puisqu'encore une fois, le groupe s'est rajouté un petit peu plus tard dans cette collaboration. Une force de frappe, 13 membres, avec une répartition donc, des rôles, des responsabilités, des expertises. Et on est bien dans la synergie, dans la complémentarité, dans cette diversité. L'université européenne, aujourd'hui, on est encore donc, dans une phase très expérimentale, des sources d'innovation, d'expérimentation, et c'est fabuleux. Alors certes, ça peut être chronophage et il faut trouver les bons piliers, les bons acteurs, les bons ambassadeurs dans nos structures, mais c'est fabuleux et l'objectif est vraiment de pouvoir s'en servir comme levier de transformation dans nos services, dans nos structures, dans nos projets de formation. C'est pour ça que le mot catalyseur de transformation institutionnelle, je l'ai mis évidemment dans les défis, mais aussi dans les opportunités. Les chefs d'établissement sont mobilisés. Alors certes, on est dans du top-down et tout à l'heure, je le disais, bon, il faut aussi que le terrain s'en empare et qu'il y ait ce bon équilibre de bottom-up et top-down. Les financements, et vous en parliez tout à l'heure, il y a le financement en tant que tel du projet Université européenne, mais toute la visibilité que cela nous apporte, la légitimité, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, pour d'autres financements sur d'autres projets, type Horizon Europe, Erasmus+, et autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Pascal, tu reprends la main. On aurait voulu prendre quelques temps pour remettre en perspective, ouais, à moins qu'il y ait une ou deux questions. Et sinon... J'avais juste une question. J'avais une question par rapport à cette université européenne, parce qu'il se trouve qu'à Grenoble INP, on est aussi engagé. Ouais. Vous avez mentionné que vous aviez déjà des liens avant avec ces établissements, c'est bien ça? Ou alors c'est d'une construction nouvelle? Alors, les universités entre elles étaient déjà très attachées les unes aux autres, avec beaucoup d'activités, donc ils se connaissaient très bien. Le groupe INSA ne connaissait pas tous les partenaires. Voilà. D'accord. Et là, j'ai une deuxième question sous-jacente. Est-ce que le fait que, vous l'avez mentionné aussi, vous soyez une école et que sur les partenaires étrangers sont plutôt des universités, n'a pas posé un problème? Je vous dis ça parce qu'à Grenoble INP, on a associé l'UGA. Bon, voilà, je sais pas. Est-ce qu'à Lyon, ça n'a pas été aussi un sujet de discussion? Alors, ce que l'on a veillé à respecter finalement, et c'était une condition sine qua non finalement pour la mise en place de ce consortium, c'était que chacun puisse apporter quelque chose. D'accord. Et donc, qu'est-ce que le groupe INSA allait apporter? Certes, ok, on est des grandes écoles. Qu'est-ce qu'il apportait dans le consortium? Et réciproquement, évidemment, qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait nous en attendre? Donc ça a été bien mûri en amont. Et de fait, alors ce sont des universités étrangères et pas françaises. Pourquoi on a comment dirais-je, ce défi un petit peu entre grandes écoles et universités françaises. Là, on change de pays. Donc, on est peut-être vu un petit peu différemment. Voilà. Mais effectivement, avec des spécificités. Mais je pense que c'est un petit peu ça la règle. C'est
C'est surtout qu'est-ce que chacun apporte. Merci. Je terminerai, alors certes, ça n'est pas du tout exhaustif, mais ce que je voulais vous présenter là, c'est qu'on est effectivement dans de multiples réseaux, choisis, imposés. J'en ai mentionné quelques-uns et qui sont au niveau local, régional. Il y a vraiment toutes les strates en tous les cas de l'espace géographique. Encore une fois, ils ne sont pas tous là. Et j'ai repris donc ces termes de benchmark, de mutualisation, de compétitivité, c'est-à-dire visibilité, et à un moment donné, parce qu'on est ensemble, on est plus fort. Et même dans un réseau où l'on ne va pas forcément développer un projet collectif, simplement partager une préoccupation et peut-être s'accorder à l'heure de la conjoncture Covid, où on a un contexte très évolutif. À un moment donné, on va se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'on essaye de prendre une position commune, en tous les cas, qui va rassembler une majorité des acteurs, pour peut-être faire lobby au niveau du ministère ou au niveau d'un partenaire, là encore, hein, l'objectif peut être vraiment très, très, très différent. Et donc, voilà, c'est vraiment une question de balance, de win-win. Je terminerai en reprenant quelques termes que vous avez mentionnés tout à l'heure. Donc, gagnant-gagnant, et donc apport et bénéfice, synergie, bien sûr, complémentarité, diversité des acteurs, et ça, c'est une vraie richesse, bien sûr. La raison d'être, confiance, symbiose, sentiment d'appartenance, et former, fédérer, rassurer et donc solidarité. Je pense que ce sont des mots-clés qui résument un petit peu, en tous les cas, moi, ce que j'ai retenu de vos contributions aujourd'hui. Voilà, Pascal, je te